Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant. Bien dans son job, d'abord, la puissance de la vulnérabilité. Et oui, si au lieu d'être signe de faiblesse, la vulnérabilité est en fait une force. Quels sont les avantages à l'encourager en entreprise? Réponse dans une minute. Dans le cercle RH, un focus sur le film d'entreprise. Les organisations s'y frottent pour améliorer leur image. Ça, c'est l'objectif. Mais dans les coulisses de ces tournages, tout n'est pas si rose. Parmi nos invités, aujourd'hui, le réalisateur d'une série humoristique sur ces films corporate. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, le Made in France s'appelait aux consommateurs, mais aussi aux salariés. Exemple en fin d'émission avec une entreprise locale qui recrute local. Mais comme promis, on commence par bien dans son job. C'est parti. Montrer votre vulnérabilité, cela peut peut-être vous surprendre, mais se montrer vulnérable dans son organisation ne serait pas signe de faiblesse, mais de confiance en soi. C'est le message que souhaite passer aujourd'hui Drifa Choulet, executive coach et fondatrice du Premier Jour. Bonjour Drifa. Bonjour Eva, merci beaucoup. Merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Moi, ma première question, elle est assez simple. Qu'entendez-vous par vulnérabilité, en tout cas dans le monde professionnel ? Alors, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui a été pas mal théorisé récemment par une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown, chercheuse en sciences sociales. La vulnérabilité, finalement, c'est la capacité d'une personne, de tout un chacun, à partager ses faiblesses, ses doutes, ses émotions, évidemment dans un contexte professionnel. On le fera peut-être plus volontiers dans un contexte personnel. Et en quoi elle peut être puissante, alors forte, cette vulnérabilité, signe de force ? Elle nous invite en fait à nous reconnecter à finalement notre part d'humanité. Vous savez, on dit tous que finalement dans le monde professionnel, on porte un masque. Chacun de nous, en entreprise, porte un masque. Ça nous reconnecte à notre humanité et ça permet aussi de démystifier le fait que nous sommes tous faillibles et que personne n'est Superman ou Superwoman comme on peut parfois le penser. Ça, c'est entre salariés. Du côté du manager, quels sont les avantages à l'encourager, justement ? Ça permet de créer plus de cohésion. Ça permet aussi de libérer une part de créativité. Ça permet de laisser de la place aux émotions, de résoudre les conflits. Et surtout, ça je voudrais aussi le préciser, c'est une attente forte des plus jeunes générations. On parle finalement beaucoup aujourd'hui des générations Z, des millennials, etc. au travail, qui, peut-être parce qu'ils sont plus connectés notamment aux réseaux sociaux, où il y a cette espèce de transparence, demandent davantage à pouvoir être eux-mêmes au travail et à ce que leur manager également soit lui ou elle-même. Drifa, très concrètement, ça veut dire quoi alors pour un manager encourager la vulnérabilité chez son salarié? Voilà, très concrètement, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il fait pour l'encourager? Déjà, il le modélise. Ça peut passer par reconnaître ses échecs ou par exemple dire je ne sais pas, tu me poses une question, je ne sais pas, on va aller regarder. C'est aussi le fait d'exprimer des émotions et de les autoriser. Vous voyez, j'ai souvent, chez les personnes que j'accompagne en coaching, des managers d'ailleurs qui me disent tu vois, j'ai eu envie de pleurer en fait, ou je n'ose pas pleurer. Ok, c'est ok en fait, des larmes, c'est une émotion, ça exprime quelque chose, laissez la place aux larmes. Une personne qui pleure au travail va tout de suite avoir le réflexe de s'excuser. Désolée, je pleure. Non, c'est ok en fait. On tend un mouchoir éventuellement et on laisse passer. Demander de l'aide, ça c'est quelque chose de très important. D'éventuellement partager des préoccupations personnelles, dire à un moment donné, tu vois là, j'ai effectivement un souci personnel. On n'est pas obligé de franchir la barrière de l'intimité, mais juste exprimer cela. Et enfin, un des plus importants, c'est accepter le feedback. On parle beaucoup de donner du feedback. On le demande beaucoup aux managers. Accepter du feedback. Que le manager, lui aussi, accepte le feedback de la part du salarié. Tout à fait. Et ose même le demander, finalement. Avoir la vulnérabilité de le demander. Quelles sont les limites de cette vulnérabilité? C'est aussi une question qu'on s'est posée en préparant cet entretien. J'imagine qu'il ne s'agit pas non plus de faire tomber toutes les barrières. Drifa. Ouais, je crois qu'effectivement, il est important, mais c'est un dosage personnel, de garder sa part d'intimité, celle qui est importante pour nous. D'éviter aussi, je crois que le mot qui rime avec vulnérabilité, c'est authenticité. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de fake, à but finalement manipulatoire, où je vais faire semblant d'être vulnérable. Qu'est-ce qui pourrait être fake, Drifa, un exemple? Une fausse émotion, par exemple, ou avoir l'air d'accepter un feedback et finalement ne pas le prendre en compte. Ce genre de choses qui peut effectivement du coup tomber dans la manipulation et ça n'est évidemment pas l'idée. Oui.
C'est ça. Quelle serait donc votre recommandation, Drifa, pour les managers ou les salariés? Parce que c'est là où c'est intéressant, et c'est ce qu'on a vu là avec vous, c'est que des deux côtés, il faut faire ce pas pour développer leur capacité à exprimer sa vulnérabilité. Parce qu'il y a aussi des personnalités, on n'est pas tous pareils, quoi. Ouais. Bah, je crois que connais-toi toi-même, comme le dit cet adage, c'est le premier élément. C'est effectivement en se regardant à l'intérieur, en sachant quelles sont nos zones de vulnérabilité, qu'on pourra éventuellement s'autoriser à les exprimer. Donc c'est un travail d'introspection, et je crois que c'est le plus gros travail d'un manager et d'un leader, c'est ce travail d'introspection, de recul sur soi, pour se dire finalement, qui suis-je un petit peu? Est-ce que vous avez su vous montrer vulnérable, Drifa? J'ai toujours beaucoup pleuré au travail. Et très bien. Et j'ai eu des managers qui les ont autorisés, ces larmes. Merci beaucoup, Drifa, d'être venue nous parler de vulnérabilité dans le monde du travail. Je rappelle, vous êtes executive coach et fondatrice du Premier Jour. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Tout de suite, c'est le Cercle RH. On parle du film institutionnel. Le Cercle RH, souriez, vous êtes filmé dans le Cercle RH aujourd'hui, un zoom sur le film d'entreprise, qu'on appelle aussi film institutionnel. Il est souvent commandé par la direction pour vendre une image positive de son organisation. On en parle aujourd'hui avec un réalisateur qui a pris le parti de se moquer, ou en tout cas de nous dévoiler les dessous de cette forme de communication d'entreprise. Bertrand Devet nous accompagne, réalisateur et producteur chez Hier Sur Film, co-auteur donc de la série Corporate, est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Yamina Mouka, qu'on connaît bien, nous accompagne également, recruteuse et fondatrice du cabinet Cherche Suzanne. Bonjour Yamina. Bonjour. Vous êtes vous aussi beaucoup intéressée, je crois, aux films d'entreprise. C'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Moi, je vous propose, pour entrer dans le vif du sujet, de regarder tout de suite un petit extrait. C'est parti. Oui. Sécurité du site. Oui, voilà, on l'a bien là. Je vais vous demander de tourner la caméra dans un autre axe. Pardon? C'est pour des raisons de sécurité. Eh oui. On doit pas voir les installations. C'est à cause de l'espionnage industriel. En fait, on fait un film chez vous et on peut rien montrer là. Si, vous pouvez tourner. Mais on doit pas voir les installations, c'est tout. Et vous, on fait comment? Parce que c'est confidentiel. Attendez, comment ça on peut pas voir les installations? Je suis responsable du site, donc les autorisations, c'est moi qui les donne. Ah voilà. Bon, attendez, venez me voir, je m'en occupe. C'est les autorisations. Bonne nouvelle, Ah. on va pouvoir tourner. Bon, c'est bien. Vous me suivez? Ah, c'est pas là? Ah, on change. S'engager aujourd'hui pour les générations futures, c'est notre métier chez Biotechno. En produisant de l'énergie verte qui respecte l'environnement. Non, mais coupez là. Oui, coupé, merci. Donc, on va condamner les toilettes. C'est dans la contrainte qu'on crée des belles choses aussi. Michel-Ange, par exemple, tu vois, il faisait pas ce qu'il voulait. Hein. Mais qu'est-ce que tu me parles de Michel-Ange, là? On est en train de filmer des chiottes. Des chiottes. C'est une image. Eh oui. Eh ouais. Choisis mieux tes images, tu vois. Bon, c'est bien, ça nous a mis dans l'ambiance directe. Bertrand Devet, comment elle est née, cette idée de faire une série humoristique sur les films institutionnels? En fait, on voulait parler de notre métier. On s'est dit, voilà, sur la première série fiction qu'on avait envie de faire, on avait envie d'être en terrain inconnu et donc de parler de notre métier, des films institutionnels qu'on fait depuis 15 ans ou 17 ans. Et donc voilà, donc on s'est nourri de plein d'anecdotes réelles des clients qu'on a un petit peu modifiées pour les besoins de la série. Et puis aussi, on a décidé de sortir cette série que du bureau. En fait, on n'a pas fait qu'une série dans des bureaux, on a fait une série... parce que tout le monde peut faire des films institutionnels. Une piscine peut en faire, une boucherie peut faire des films institutionnels, même l'église, qui a un épisode sur l'église. Donc en gros, ce qu'on voulait montrer aussi, c'était que toute entité a besoin de communiquer et a besoin de faire des films institutionnels. Et après, il y a toujours des contraintes. Et en gros, à chaque fois, c'est un scénario catastrophe de cette équipe qui arrive avec des contraintes maximum et qui va devoir s'en sortir pour faire un film ou pas. Vous l'avez vendu à France Télévisions, cette série, c'est quand même un sujet très spécifique, de niche, le film d'entreprise. Comment vous l'avez vendu, ça? Alors, au début, c'est vrai que c'est les retours qu'on a eu. On s'est dit, oui, c'est un sujet de niche, c'est trop l'entreprise. On a déjà vu des séries de bureau, on veut pas de séries de bureau. Il y a déjà eu Working Girl sur Canal, il y a eu The Office aussi, qui était très, très connu et que c'était un peu la Bérésina derrière. Et en fait, le fait qu'on soit sorti du bureau et qu'on ait une approche vraiment burlesque, ça fait que finalement, ça a touché un public assez large et que ça n'a pas enfermé le public dans ces films institutionnels. Voilà, donc et puis en même temps, les gens aiment découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas.
Yamina, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va rentrer un peu dans le sujet, mais juste une petite question comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la série? Alors, en fait, j'avais imaginé tout un discours, et puis finalement, je ne vais peut-être pas faire de discours. J'allais dire, votre réaction, finalement, elle prouve l'efficacité. Je m'explique. Aujourd'hui, recruter, depuis des années, recruter, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, la marque employeur, elle est fondamentale. Et nous, chasseurs de tête, c'est un discours que nous tenons chaque jour auprès de nos clients. Et des films comme, effectivement, qui sont faits comme ce que fait aujourd'hui Bertrand, montrent à quel point sont des films qui finalement montrent de l'humain, de l'émotionnel. Et je vois à votre visage qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Et je suis ravie de voir ce genre d'émotionnel, parce que c'est ce genre de choses, on le voit chez nos candidats. C'est-à-dire que ce genre de film va provoquer de l'émotionnel chez les candidats. Et c'est ça qu'on attend, en fait. Et je pense que aujourd'hui, c'est fondamental. C'est-à-dire que le film corporate, institutionnel, qui ne raconte rien, aujourd'hui, n'a plus d'intérêt. Qui raconte rien ou qui raconte faux? Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les candidats sont en attente de choses de véridiques, d'authenticité. Et effectivement... Mais donc, selon vous, Yamina, ils peuvent avoir un impact véritablement sur l'image d'une entreprise? Tout a un impact aujourd'hui. Tout a un impact quand on recrute. Un film a bien sûr un impact. Le management a un impact. Les valeurs ont un impact. Et effectivement, ce genre de film va forcément avoir un impact. Alors ça ne suffit pas, mais c'est fondamental. Et effectivement, ça nous sert à nous, recruteurs, parce que effectivement, le candidat va, dès que vous parlez d'une entreprise à un candidat, il va se renseigner, il va tomber effectivement sur ce genre de film, ça va créer une émotion, ça donne tout de suite quelque chose effectivement d'humain, et tout de suite ça crée quelque chose. Et ça permet d'établir la communication. Vous, qu'est-ce que vous vouliez dire, Bertrand, avec cette série sur le film d'entreprise? Vous qui le connaissez bien, voilà, je le disais au début, vous vous en moquez tout de même. En fait, pour rebondir sur ce que dit Yamina, c'est vrai que les candidats détestent de plus en plus le ton policé des films institutionnels, et que nous, chez Yes Sir Film, ce qu'on défend, c'est d'essayer d'avoir une parole un peu libérée, avec un ton parfois un peu décalé, et puis surtout dire les vraies choses, parce que si on ne dit pas les vraies choses, les candidats s'en aperçoivent. Et ce que raconte la série de manière décalée, c'est toutes les contraintes qu'on a dans ces films institutionnels qui nous empêchent de dire la vérité, qui nous empêchent d'être complètement transparents. Et elles sont réelles, ces contraintes, elles existent, vous y avez été confrontés. Bien sûr, le fait, ce que vous avez montré comme extrait, où on ne peut pas filmer dans une entreprise, on l'a vécu mais la semaine d'avant. Donc on était en train de filmer, et il y a quelqu'un qui est venu nous voir dans l'entreprise et qui nous a dit « Non, vous ne pouvez pas filmer dans cet axe-là parce que c'est confidentiel ». Je lui dis, mais c'est une blague, c'est exactement le scénario. Je lui montre le scénario, il me dit, ouais, mais vous allez quand même changer la caméra. Et donc voilà, donc en fait, on est en permanence obligé de s'adapter à des contraintes de lieux, de personnes qui ne sont pas là. Donc c'est ça qui force à être créatif. Et pour le rendre plus authentique, on se bat, justement, il faut se battre un peu avec la direction. Oui, parce qu'au final, la personne qui est responsable, c'est quand même nous. Enfin, je veux dire, si on fait un mauvais film, on va dire, ouais, le film n'était pas terrible. Ouais, mais enfin bon, on n'a pas pu se tourner ici, à vous de vous débrouiller. Donc on est quand même pris entre le marteau et l'enclume à certains moments, parce qu'on doit quand même proposer un niveau de qualité le maximum, avec des contraintes aussi importantes. Bon, après, toi, tu fais rêver, ce qui est génial. Donc ça m'aide beaucoup dans mon métier, sauf qu'ensuite, sur la partie RH, il faut des preuves. Donc effectivement, à un moment donné, c'est super, parce que voilà, ça permet d'attirer les talents, mais il faut effectivement que l'entreprise, elle puisse... Et oui, parce que la série, elle se moque des valeurs, justement. Je parlais du faux tout à l'heure. Il peut y avoir du greenwashing, il peut y avoir des fausses valeurs sociales et sociétales. Ça peut être le cas dans certaines commandes de films institutionnels. Il faut faire attention à ça, quoi. Être sûr que ce qu'on dit,
va être délivré derrière, quoi. En fait, c'est toujours pareil. Enfin, que ce soit dans la télé ou dans les entreprises, les gens partent d'une idée. Donc, il y a un patron qui part d'une idée de dire on va faire un film sur la diversité, on va faire un film pour raconter quelque chose. Sauf que la réalité correspond pas à la volonté politique. Et donc, nous, on est entre les deux, entre des gens à qui on a dit il faut faire un film là-dessus et une réalité qui correspond pas. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est arriver à faire matcher les choses, sachant qu'on est parti de l'inverse. Normalement, on doit partir du terrain pour remonter à la direction. Et là, on part d'une idée pour essayer de la faire exister, sachant qu'on n'a même pas vérifié si c'était possible. Vous mettez en garde contre ça, Yamina. Sachant que les candidats ne sont pas dupes, et bien au contraire, c'est-à-dire que ils vont plutôt réagir de façon positive quand ils vont regarder ce genre de film en disant oui, effectivement, c'est vrai que la diversité, c'est compliqué. Oui, effectivement, c'est vrai que l'inclusion, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que le sujet du handicap, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que les questions sociétales, c'est compliqué. Enfin, voilà, donc au contraire, ça permet justement de dire ce sont des sujets compliqués et on est ouvert pour en parler et on a bien conscience que c'est un sujet complexe et on ne se positionne pas comme une entreprise où on dit que tout est beau, tout est rose. Donc, je trouve après, la série, ça n'a pas été vendu à une marque, je rappelle. Et oui. On a cette la série liberté corporate, de ton on l'a bien compris. Parce que voilà, on est avec une chaîne de télé indépendante. Pour une marque, on n'aurait pas pu se permettre aussi autant de décalage. Yamina, quels sont les incontournables d'un film institutionnel? Vous, avec votre regard de recruteuse, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on y trouve? Les incontournables, je pense que... L'authenticité, ça on l'a bien compris, et la vérité. Je pense qu'il faut beaucoup de sincérité. Vraiment, je me répète, mais je pense qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de sincérité. Et ça, c'est vraiment le point central. C'est vraiment, je dirais que s'il y a un point sur lequel il faut tout axer, c'est ça. C'est-à-dire que si on se trompe, c'est pas très grave. Mais on aura par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'entreprise, elle a quand même du mal à parler des choses négatives, entre guillemets. Oui, elle a du mal, mais on pardonne à une entreprise. On pardonnera une entreprise. Faut avouer à demi-pardonner ? Oui, on lui pardonnera ses erreurs si elle avoue. Si elle avoue s'être trompée, si elle avoue ne pas avoir pris les bonnes décisions, si elle avoue ne pas avoir fait les bons choix, on lui pardonnera. En revanche, on ne lui pardonnera pas d'avoir manipulé, d'avoir caché. Ce genre de choses, effectivement, sera impardonnable. Est-ce que ça vous est arrivé justement d'avaler quelques couleuvres, Bertrand, sur cette film institutionnelle ? Pas avaler quelques couleuvres, mais je vais vous donner un exemple tout bête, mais qui est quand même assez significatif de genre de choses qu'on a à gérer. Sur un sujet qui n'avait rien, qui était un film en animation, par exemple, pour un industriel qui faisait des fromages dont on ne va pas citer le nom. Et par exemple, voilà, on était en train de montrer la fabrication des fromages avec le lait, et on me dit, c'est pas possible, on peut pas montrer ça. Je me dis, pourquoi c'est joli avec la truc, donc on avait fait un truc en animation. Ils nous disent, non, on peut pas parce que c'est du lait en poudre, c'est du lait en poudre et c'est des croûtes de fromage. Ok, d'accord. Donc non, on va pas pouvoir montrer ça. Donc voilà. Donc après, quand on rentre un peu dans le détail, ils nous font rêver et après ils nous disent c'est pas possible parce que en fait la réalité correspond pas et on peut pas mentir. Tout à l'heure. Là, le passage qu'on a vu tout à l'heure dans l'équipe doit tourner devant DVC, clairement. Cet extrait, il se situe à quel niveau de réalisme ? Franchement, on n'est pas très loin de la réalité parce que certaines fois on a des contraintes de lieu, quoi. On peut pas tourner dans telle salle de réunion parce qu'elle a été prise, on peut pas tourner ici parce qu'il y a des contraintes de sécurité et donc certaines fois on se retrouve avec un lieu unique où on peut tourner et à nous de nous arranger pour rendre ça crédible à l'image, mais c'est pas si éloigné que ça. Bon, après évidemment on n'a jamais tourné en face des toilettes avec tout le monde qui sort derrière, mais en tout cas, c'est pas complètement faux. Ça. Bertrand, quel est le pire moment ? Moi, c'est une question que je me suis posée en préparant cet entretien, que vous ayez vécu vous-même dans un tournage institutionnel. Alors ça, Peut-être que vous avez caricaturé d'ailleurs dans Corporate. Alors je saurais pas vous dire, mais
Les moments les plus difficiles, c'est les moments où on peut pas tourner, surtout. C'est ces moments où on arrive avec une équipe et on nous dit, bah non, en fait... Vous pouvez pas aller là, vous pouvez pas aller Vous là. pouvez pas aller là, on a pensé que ça, et puis Michel est en retard, normalement c'était demain. Enfin, c'est tellement mal organisé qu'au en fait, on rentre chez soi et puis on se dit, voilà. Comment on l'explique ça, que les entreprises, elles commandent un film et puis quelque part, après, elles jouent pas le jeu, Yamina? Bon, après, on peut pas non plus condamner les entreprises en permanence. Hein. Donc, il faut aussi essayer d'essayer d'équilibrer. Les choses, c'est-à-dire que c'est pas simple, ce sont des grandes organisations, on fait pas toujours ce qu'on veut et voilà, et c'est les choses ne sont pas si simples et il faut du temps pour faire évoluer les choses. Moi, je le vois au quotidien auprès de mes clients. Il y a beaucoup de volonté, il y a une envie de faire évoluer les choses et les choses évoluent. Donc effectivement, mais voilà, il faut du temps, il faut de l'accompagnement. Il faut une équipe de professionnels. Il faut une équipe de professionnels, effectivement, des gens comme Bertrand et qui feront évoluer effectivement les mentalités. Donc les choses évoluent et ça existe. Voilà, il faut du temps et il faut que ce genre de projet soit porté au niveau de la direction. En fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ce type d'engagement, il doit se situer au niveau de la direction et c'est ça qui fera évoluer les choses. Très rapidement, et on terminera là-dessus. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont plus enclins à commander ces films-là, de votre expérience, de vos deux expériences? Nous, on travaille avec tous les secteurs, aussi bien la banque que l'industrie. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 varié. Nous, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le film institutionnel et la marque employeur ont tendance à fusionner. Les objectifs ont tendance à fusionner parce que quand on fait un film institutionnel ou quand on parle, quand on a des films corporate à montrer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il y a toujours un message marque employeur derrière parce que derrière on pense toujours aux candidats qui vont regarder ces films-là et à la capacité d'attractivité de l'entreprise. Donc c'est forcément, on a forcément ça en tête et nos interlocuteurs changent depuis quelques années parce que c'est plus que les directeurs de la communication, c'est aussi les directeurs de la communication interne, les DRH. Où voilà, c'est ça qui a vraiment évolué ces 10 dernières années. Des bons recrutements en fait. Voilà, pour lui permettre de faire des bons disruptifs un peu. Non, mais c'est vrai que ça peut être des armes pour les recruteurs, pour qu'ils puissent recruter plus facilement, mais en tout cas renvoyer les candidats sur un discours existant. C'est pour ça qu'on vous a invités tous les deux aujourd'hui sur ce plateau. C'est Merci beaucoup Yamina Mouka d'être venue nous voir. Je rappelle, vous êtes chasseuse de tête au cabinet Cherche Suzanne. Bertrand Devé, évidemment réalisateur, producteur chez Yes Sir Film et co-auteur donc de la série Corporate dont on a vu quelques extraits que je recommande vivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Tous les deux d'être venus sur ce plateau. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Le Made in France pour fédérer les clients et les salariés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Frédéric Guiral de Haas, copropriétaire d'une entreprise française située en Dordogne et qui fabrique des chaussons 100% Made in France. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner. Frédéric Guiral de Haas, vous êtes un entrepreneur qui a exercé, j'ai vu, pendant plusieurs années en Asie, à Hong Kong, en Chine continentale. Comment vous en êtes arrivé donc à devenir un défenseur actif du Made in France? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après avoir effectivement vécu 30 ans en Asie à vendre du produit français et à défendre les couleurs de la France et des produits fabriqués en France essentiellement, l'opportunité s'est présentée de reprendre cette très belle entreprise Airplume qui est basée à Nontron en Dordogne et de fabriquer des chaussons à petit prix de façon industrielle avec l'objectif de développer l'international. Quelle était votre ambition justement, je ne sais pas, économique, sociale derrière ce rachat de Sodopac?
Alors, à Sodepac, c'est 50 personnes qui fabriquent des chaussons, donc. Et j'insiste sur le mot fabriquer parce qu'on fait tout de A à Z. On coupe, on fait la couture, on fait l'injection, on fait la finition, les barbages. On ne fait pas juste du réétiquetage, on fait vraiment tout. Et je pense que c'est ça qui est assez fascinant pour nous aujourd'hui dans ce monde un petit peu compliqué, et anxiogène parfois, et sur lesquels les flux ne sont pas tout à fait garantis. J'ai vécu le Covid en Chine, je peux vous dire qu'on a compris quand les frontières étaient fermées. Et on s'est dit avec mes deux associés, Hervé Accard et Xavier Paulin, qu'on avait une très belle opportunité de redynamiser un petit peu cette entreprise qui travaille essentiellement pour la GMS, mais qui a une marque nationale, Airplume, qui est peu connue. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse, qui m'amuse, c'est de mettre du contenu et de la valeur dans cette marque, de la faire connaître. L'aspect humain est très important. On est sur des relations très courtes, très simples, très faciles et très saines. Il n'y a pas de hiérarchie ou pratiquement pas. On est sur des très petites équipes, tout le monde se connaît. Les gens recrutent les nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'on fait valider les recrutements par les équipes en place. Et ça, c'est très important. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Est-ce que vous recrutez beaucoup? Vous disiez 50 salariés. 50 salariés, 60 d'ici 3 ou 4 ans. On recrute aujourd'hui à l'injection. Qui est le métier d'injecter notre mousse polymère. Alors, on est les seuls à faire ça en Europe. On fait des semelles en mousse polymère, 55% de bulles d'air. Ce qui explique la légèreté exceptionnelle du produit. Mais c'est une technologie développée, brevetée par l'entreprise. On est les seuls à le faire. Donc, on forme les gens là-dessus. Mais c'est assez technique. Il faut 6, 9, 12 mois de formation pour maîtriser vraiment les gestes. Donc, chaque nouvelle recrue passe par une formation de quelques mois, c'est ça? Absolument. Longue. Longue même. Et on dédie une des personnes sur la chaîne à 50% de son temps à la formation. Donc il ne faut pas se tromper. À la piqûre, c'est 6 mois de formation. Ce sont des métiers qui sont des métiers manuels et d'artisanat, avant tout. Un métier et des savoir-faire. Pour rester sur la partie recrutement, est-ce que le bassin de population aujourd'hui, donc celui de la Dordogne, vous permet de répondre à vos besoins? Vous arrivez, je peux vous présenter en préambule de cette émission, une entreprise locale qui recrute local. C'est vrai ça? On est une entreprise locale qui recrute local. Les gens viennent chez nous. Il n'y a pas de transport en commun, vous imaginez. Donc les gens viennent chez nous en voiture, en moto. Ils ne vont pas faire 1 heure de transport pour venir travailler chez nous. Donc on recrute sur un bassin de 40 km. Ça veut dire la Dordogne, la Charente, ça veut dire autour de chez nous, absolument. C'est quoi l'avantage pour vous de recruter localement, justement? D'avoir des gens qui ont à cœur de bien faire, qui souvent se connaissent, qui se reconnaissent et qui ont cette fierté d'appartenance, parce que l'entreprise est relativement connue aux alentours. Donc les gens sont fiers de travailler à la Sodepac, et nous on est très fiers de les accueillir à la Sodepac, et je pense que c'est quelque chose... vous savez, quand vous arrivez le matin, que tout le monde s'embrasse sur le parking et que tout le monde se sourit, vous vous dites, bon bah déjà... c'est agréable d'arriver. Vous dites connu des alentours. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les pouvoirs locaux? La région a investi à côté de nous. On a repris l'entreprise il y a 6 mois. La région Nouvelle-Aquitaine, qui est très dynamique et qui aide beaucoup les entreprises, a investi à nos côtés pour la reprise de l'entreprise. Donc 50 salariés aujourd'hui, 60 d'ici 3 ou 4 ans. D'ici 3 ou 4 ans, eh ben, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette entreprise périgourdine. Périgourdine, française. Française. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Guiral de As d'être venu sur le plateau de Smart Job aujourd'hui. Merci beaucoup. Eva. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau numéro de Smart Job sur Bismart. À très vite. Salut.